quand finalement la participation équitable femmes et hommes en République démocratique du Congo, c'est une question qui mérite d'être encore posée aujourd'hui au regard de la disproportion d'accès des femmes et des hommes, surtout dans la chose publique. Bienvenue, mesdames, messieurs, au studio de la Fondation Friedrich à Kinshasa. Nous sommes ici pour relever justement les différents défis liés à l'accès des femmes et des hommes à la participation politique. Et pour en parler, un homme et deux femmes, ça fait déjà équilibre, n'est-ce pas? Monsieur Clément, merci d'être avec nous. Clément Odine Dabeya, vous êtes secrétaire exécutif du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre. Merci Sefou, merci beaucoup pour cette belle opportunité que nous avons à cette occasion. Grâce à la Fondation Friedrich, nous avons fait évidemment l'opportunité de parler, de discuter sur l'approche masculinité positive comme étant un atout majeur pour ce qui est de la participation politique et dans le secteur décisionnel de femmes. Merci d'être là. À côté de vous, Madame Chantal Faïda, écrivaine, coach politique des femmes OEMA. Bienvenue. Merci beaucoup Julie. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les co-débatteurs et merci beaucoup à la Fondation Frédéric pour ces privilèges. On est bien enrichi par des domaines. On va aussi parler des médias. Avec vous, Christine Lenzou, journaliste, qu'on ne présente plus, experte en communication et surtout en concept genre. C'est ce qui nous intéresse le plus ici. Vous êtes depuis des décennies présentatrice de l'émission Tribune de femmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Julie, le plaisir est pour moi de me retrouver sur ces plateaux organisés par la Fondation Frédéric. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission. Le thème est tellement intéressant. Pas facile de voir les femmes émerger dans le monde politique. Il y a des défis, il y a aussi des avantages et il y a une sorte d'évolution par rapport à beaucoup d'années passées. Et je suis présentatrice des tribunes des femmes depuis 2001. Donc l'année prochaine, je totaliserai 25 ans de présentation de cette émission. Jubilé de diamant, voilà, bravo. Alors d'entrée, ce que chacun peut nous dire ce qu'il pense aujourd'hui, au moment où nous sommes, de la participation politique en République démocratique du Congo, l'homme, hein, d'abord. Évidemment, chère Madame Sefou, nous les constatons beaucoup plus, sans toutefois d'abord s'accrocher aux chiffres. La participation politique de la femme et dans les sphères décisionnelles est très peu représentée en ces jours. Parce que nous pouvons le constater, que ce soit à la télévision, que ce soit dans de publications, quand on publie des gouvernements, nous verrons à tout prix que la femme est toujours moins représentée. Ça, c'est mon point de vue que je pourrais émettre. On n'a même pas à chercher des chiffres, ça saute aux yeux. Vous, en tant que coach, Madame Faïda, comment ça se passe? Merci beaucoup. Je dois commencer par dire que la République démocratique du Congo est composée en majorité de femmes. Près de 51% de la population congolaise est féminine, selon les statistiques de la Banque mondiale et même les résultats de l'inscription électorale lors de l'enregistrement des électeurs. On a vu qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais en politique, nous avons 12% de femmes au Parlement, 15% de femmes au Sénat. Nous avons 10% de femmes dans la fonction publique, hein, donc celles qui occupent des postes de responsabilité comme secrétaire général. Même dans les forces de sécurité, nous avons aussi 10% de femmes. Dans le secteur de l'éducation, nous avons beaucoup plus les garçons qui achèvent les cycles secondaires par rapport aux filles. Nous avons près de 75% des garçons qui achèvent les cycles secondaires et pour les filles, c'est moins de 50% à cause des mesures, à cause des violences basées sur les genres, des mariages et grossesses précoces et autres formes de violences basées sur les genres. Ça entraîne la déperdition scolaire, le décrochage des filles au niveau scolaire. Et donc, malgré qu'à l'école de base, déjà l'enseignement de base, c'est gratuit. Malgré... Oui. Le cycle primaire, il est gratuit et là, on a atteint la parité, c'est-à-dire qu'on a autant de filles que de garçons au niveau primaire. Mais quand on évolue au niveau secondaire, il commence à y avoir des décrochages. Donc, il y a des filles qui, faute de moyens dans les familles et la discrimination qui persiste encore, les familles font le choix de scolariser les garçons plutôt que des filles. Quand ils sont butés à d'obstacles financiers, ça entraîne des décrochages des filles dans les cycles secondaires. Et là aussi, même dans les cycles post-secondaires, c'est-à-dire universitaires, nous voyons encore qu'il y a peu de femmes par rapport aux hommes.
Et donc, du point de vue des représentativités des femmes dans l'espace décisionnel, les femmes en République démocratique du Congo sont en deçà des 30%. Aujourd'hui, on peut dire qu'au gouvernement, on a 30%, mais ce n'est pas réellement 30% parce qu'il y a des femmes qui occupent des postes de vice-ministres, ce qui est différent de ministre. On n'a pas la décision. Oui, c'est ça. Donc, il faut comparer en termes de ministres, de portefeuilles occupés par les femmes, on est en deçà de 20%. Et donc là, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que nous avons une loi qui porte le principe de parité, et qui dit parité dit égalité, 50% d'hommes, 50% de femmes. La société est constituée de 50% d'hommes et de 50% de femmes. Donc les institutions devaient refléter la société, malheureusement. Madame Faïda parlait de l'enseignement supérieur avec des décrochages, mais une exception quand même dans les sciences de l'information et de la communication, c'est plus féminisé. Mais lorsqu'on arrive dans la professionnalisation, on ne sent plus là. Bon, on ne sent plus là. Bon, c'est parce que je ne peux pas affirmer cela. On a tendance, la profession a tendance à se féminiser ces derniers jours. Dans les temps, il y avait presque une rareté de femmes sur le terrain. À l'université, il y a quand même un bon nombre de femmes dans les auditoires et tout, mais sur le terrain, il n'y en avait pas tellement. Je ne sais pas si peut-être parce que la profession n'accordait qu'une sorte de visibilité, mais ne payait pas bien, et qu'au finish, il y a ceux qui décidaient de ne plus aller sur le terrain, d'être dans les entreprises peut-être, faire la communication des organisations, et là-bas c'était peut-être alléchant. Mais actuellement, avec la présence des réseaux sociaux, je sens vraiment que le terrain est en train de se féminiser. Il y a au moins quand même un nombre important, on peut pas dire nombre égal fait paritaire par rapport aux hommes, mais il y a quand même un nombre important en progression du côté des femmes. Mais je reviens sur nous encourageons quand même les collègues femmes à s'intéresser à ces métiers de journalistes. C'est quand même un métier prometteur et qui vous donne un carnet d'adresses et qui vous aide quand même à entrer là où certains ne peuvent pas entrer quand même, rencontrer les autorités et autres. Mais parlant de ce que Madame Faïda a tout brossé comme élément par rapport en termes de pourcentage et autres, 52% des femmes, ça ne peut pas rester un slogan. Ça doit être visible même sur les terrains, dans les organes décisionnels, dans les entreprises, partout où nous allons. C'est les efforts. Ce sont les efforts que sont en train de faire certains mouvements, organisations féminines, certains états-majors où se tiennent les réunions des femmes pour essayer de relever ces niveaux-là à travers les lobbying, les coachings et autres. Donc, c'est vrai, les nombres de femmes dans les espaces décisionnels sont encore pas trop élevés, mais je peux quand même dire qu'il y a évolution. Si nous comparons d'il y a 20 ans, on ne sentait vraiment pas des femmes comme telles sur le terrain. Mais présentement, on sent quand même que les femmes osent parler, les femmes se tiennent debout et actuellement, les femmes se battent même pour être dans les espaces de dialogue où elles se sentent presque totalement écartées parce que quand il faut parler, dialoguer et tout, les femmes sont absentes. Donc, il faudrait que ces pourcentages-là, cette présence féminine se sente à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Madame Faïda a aussi parlé du pourcentage au niveau du gouvernement. De ces côtés-là, quand même, il y a apprécié, oui, il y a quand même un effort qui s'est fait, même du côté, oui, c'est question de volonté. Donc, tout peut être changé par la volonté. Et nous voyons que nous avons un chef de l'État qui pense de temps en temps, qui tient à cet équilibre-là. Mais nous parlons en termes de pourcentage. Au moment où nous avons déjà adopté la parité qui est passée même au Parlement. Donc, nous devons surpasser cette étape-là, parler des femmes en termes paritaires. Donc, nous voulons cet équilibre-là, d'où déjà, au niveau des écoles, universités, il faudrait que nous, déjà comme parents, nous sachions orienter nos enfants
pour occuper, pour suivre certaines options réservées entre guillemets aux hommes. Ah, ben c'est ça, c'est ça. Déjà, nous nous bloquons nous-mêmes. Nous nous bloquons nous-mêmes, nous, en tant que femmes. Parce que déjà, quand on te propose, il faut faire la chimie, non, ça, il y aura des matières, des substances qui peuvent s'exploser et tout. C'est pour les garçons. Mais maintenant, là, sachons orienter nos enfants pour qu'il n'y ait pas carence dans d'autres domaines. On peut bien parler parité, mais dans certaines options, certaines orientations, il y aura carence de femmes. On en arrive aux défis, les réels défis, parce que on est en train de démontrer qu'avec notre constitution, avec notre loi nationale, avec tout ce dont nous disposons comme arsenal juridique, on ne veut pas avoir des problèmes. Pourtant, on l'a. Et avec acuité. Quels sont alors les défis, Madame Faïda? Oui, je dirais que les défis sont de 3 ordres. Nous avons d'abord les défis historiques et politiques. Donc, de par l'histoire, comme l'a dit Madame Christine, on n'a pas eu de figures emblématiques féminines qui ont marqué l'histoire politique du pays. Et même lors de la réunion de table ronde de Bruxelles, il n'y avait aucune femme, parce que c'est là où on est allé décrocher notre indépendance, notre souveraineté nationale et internationale en tant que nation. Et donc, c'est seulement en 1964 que le droit de vote a été octroyé aux femmes en RDC. Et donc, auparavant, les femmes étaient écartées de l'espace décisionnel. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on a peu de femmes en politique. L'autre défi, après déjà, elle commençait à être là. Oui, parce qu'en 66, on a eu la première femme ministre, Sophie Kanza. C'est seulement en 1966 que le président du Zaïre a compris, du Congo à l'époque, a compris qu'il fallait qu'il y ait féminisation de l'espace politique avec un mouvement qui était panafricain, où les femmes avaient décidément, résolument pris parole pour demander à l'intégration dans l'espace décisionnel. L'autre défi, il est économique. Nous savons que l'espace politique rime avec les ressources financières. Et quand les femmes n'accèdent pas à des postes de responsabilité et n'ont pas de possibilité de mettre de côté de l'épargne, des ressources pour plus tard se lancer en politique. Parce que vous savez, en Afrique, les élections sont extrêmement coûteuses. Vous devez dépenser en communication, vous devez dépenser en visibilité, parce qu'il y a certaines actions qu'il faut faire pour faire connaître votre projet de société, et les femmes sont butées à ce genre de difficultés financières. Mais aujourd'hui, on encourage les femmes à poursuivre leurs études pour décrocher des postes de responsabilité et même des emplois rémunérateurs qui vont leur permettre plus tard d'avoir des ressources et exprimer leur ambition de par leurs ressources. L'autre défi, c'est des pesanteurs socioculturels. Il y a encore certaines traditions et même des religions qui privent la parole aux femmes. Il dit, ta place, ce n'est pas dans l'espace public, c'est dans l'espace privé. On l'empêche en disant que quand tu viens dans l'espace public, il y a une faiblesse qui entre du côté de l'espace privé. Alors que nous savons que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Donc, il n'y a pas que la femme. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la femme qui a la responsabilité de l'éducation de la famille. Et donc, aujourd'hui, on la fait voir, on la culpabilise en disant, quand tu vas dehors, il y a quelque chose que tu vas rater chez toi. Alors que ce n'est pas seulement elle. Il y a aussi les pères qui devraient aussi être là pour ses enfants. Il y a les aînés. Parce que quand on dit aînés, ce n'est pas seulement les membres des familles. Toute personne qui est adulte, quand il voit un enfant en erreur, devait l'aider. Donc, même si la mère n'est pas là, il y a d'autres aînés qui entourent les enfants pour apporter l'éducation. Et donc, aujourd'hui, comme remède, on encourage les femmes à s'entourer des mentors, des femmes qui ont déjà eu à exercer ces responsabilités pour qu'elles partagent leurs astuces, leurs stratégies d'équilibre personnel et vie professionnelle. Je vais poser une question à M. Clément Dinda. Comment se sent-on quand on est secrétaire exécutif du REG RDC? D'abord, pour être dans ces réseaux qui prônent la masculinité positive, il faut être soi-même homme positif. Il faut se transformer soi-même. Voilà, parce qu'on est homme congolais au départ. Effectivement. On parlait des pesanteurs socioculturels. Effectivement, je voulais même en arriver là-bas pour beaucoup plus démontrer pourquoi il y a ces pesanteurs socioculturels. Parce que la femme qui aujourd'hui peut représenter, les blocages qui se manifestent ne viennent pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et quand ça date de longtemps, ça vient d'où?
de la famille. Les hommes que nous sommes socialisés. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi notre société? Nous connaissons beaucoup plus, et nous les constatons d'ailleurs qu'étant Congolais, étant Africains, on inculque chez les jeunes que nous sommes une certaine forme de l'hégémonie, que nous qualifions autrement la toxicité, qui fait que quand tu es en contact d'une femme, il puisse imposer son autorité. Et c'est cette autorité-là que nous constatons à tous les niveaux dans les sphères décisionnelles, qui fait même assez qu'on puisse beaucoup plus bloquer l'accès des femmes. Ces rôles sont même répartis dès même le sein de sa mère. Parce que quand on est une fille, c'est déjà un problème. Quand on n'a que des filles, c'est un problème. On cherche le garçon à tout prix. Exactement. C'est comme ça même que l'on a toujours dit l'homme est né bon. Mais c'est la société qui l'est remontée. Ça veut dire quoi? Parce que une mère qui est enceinte, dans le ventre, on traite tous les enfants équitablement. Mais dès que cet enfant voit les jours, on les sépare dans le traitement. On fait comprendre à une fille que, comme tu es fille, tu dois être subordonné. Comme tu es garçon, tu dois être supérieur. Nous les constatons même déjà dès les niveaux inférieurs, parce que même déjà dans la classe maternelle, on fait comprendre à la jeune fille que tu dois être mère à travers les jeux, l'éducation qu'on donne à la jeune fille. Elle doit avoir des jeux comme des poupées. Les garçons doivent avoir des véhicules. Ce qui fait déjà que être garçon, être homme, c'est dominer dans la société. Et être femme, c'est être subordonné. Alors, c'est là où que nous mettons beaucoup plus l'accent. Si nous voulons changer des choses aujourd'hui, nous devons toucher la racine. On ne peut pas vouloir changer des choses en agissant juste au sommet. Ce sont des causes très profondes que nous devons analyser, qui sont en train déjà d'être analysées, ce qui porte même le fruit. Parce que regardez de là où nous venons. Quels étaient les niveaux de participation de la femme dans les sphères décisionnelles? Aujourd'hui, nous parlons des 38%, parce que je suis en train de mener des recherches pour comprendre les taux de participation aujourd'hui dans le gouvernement sous Minouadé, pour comprendre c'est quoi les niveaux de participation de la femme. Je me suis rendu compte qu'elle est représentée à 38%. Les hommes à 62%. On vous a dit 38%, mais à quel poste? Il y a un élément que Mme Faïd a relevé aussi, effectivement. Elle a dit, quand de même c'est 38%, il y a de ceux-là qui ont des vice-ministères. On cherche ils n'ont pas la décision. Effectivement. C'est comme ça que, en voulant trouver la solution, nous avons réfléchi. Nous nous sommes rendus compte que la solution est entre nos mains. Si l'homme, que nous pensons être le problème, dans cette forme de discrimination, il est aussi la solution. Effectivement. Pourquoi nous disons que l'homme, cet homme-là, c'est lui la solution? Parce que en acceptant de changer ses attitudes, sa façon de penser, d'agir, et cette façon d'agir qui pourra accepter, laisser l'ouverture à la femme pour qu'elle puisse apporter aussi ses atouts qu'elle détient évidemment, l'homme pourra évidemment soutenir la société à atteindre l'égalité. Et déjà, votre question, vous m'aviez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on ressent à être le secrétaire exécutif du réseau des hommes engagés pour l'égalité. Dans un contexte masculinisé, vous êtes fier de vous dire, moi je suis engagé dans la masculinité positive. Nous ne sommes pas d'abord bien perçus dans la société. Parce que quand on entend parler de la masculinité positive, on nous qualifie comme si nous abordons les choses des femmes. Il y a même un collègue médecin qui m'a dit, toi avec tes choses de masculinité, un jour ta femme va te monter sur la tête. Donc, on comprend que en acceptant la masculinité positive, nous allons nous laisser dominer. Non. La masculinité positive ne prend pas une domination, mais ça prend une collaboration, une reconnaissance des potentiels, que ce soit chez l'homme, mais aussi chez la femme. Donc, en étant aujourd'hui expert sur les questions de la masculinité positive, c'est un coup de pouce que j'apporte dans ma société, en République démocratique du Congo, pour aider les hommes à comprendre que nous sommes hommes, oui. Je suis garçon, oui, j'ai des potentialités, oui, je ne suis pas le seul. Je dois accepter l'accompagnement de femmes qui est très, très important pour atteindre le développement de notre pays. Quand M. Clément Dindabé a dit qu'il est
Pour lui, l'homme, c'est le problème. Il pense que l'homme, c'est le problème et que l'homme, c'est la solution. Qu'est-ce que vous, chères dames, attendez des hommes? Il a tout à fait raison de dire que l'homme, c'est le problème. Apparemment, c'est toujours l'homme. C'est l'homme qui révolte la femme contre la femme. Voilà. À l'entendre, elle subit. Parce qu'à l'entendre parler, elle dit, ta femme va un jour s'énerver parce que tu es avec les femmes. C'est toujours ça. Donc, on sent la main du partenaire homme, toujours derrière tout ce qui arrive à la femme. D'où la femme doit se surpasser pour privilégier l'aspect solidarité. Pour que nous puissions gagner le terrain, cet aspect solidarité doit primer. Des fois, voilà, nous devons être solidaires, nous femmes, parce que l'homme a toujours tendance à dire qu'il est chef, même dans la rue, il dit qu'il est chef, mais il oublie qu'il est chef par rapport à son épouse qui est femme à la maison. Donc, quand il parle de problèmes socio-culturels, c'est très profond, c'est là où il faudrait travailler. Même dans nos églises et autres, on nous parle de l'homme qui est femme, mais qui est chef, qui est mal interprété par après. Parce que quand on parle de chef, c'est par rapport à son épouse. Ce n'est pas pour autant qu'il faut manquer de respect à n'importe quel homme. Si c'est son chef au service, oui. La définit comme ça, c'est dans la tête. Il peut vous dire même, vous êtes dans un taxi, oh non, moi je suis chef. Vous conduisez, non, donnez le véhicule à un chauffeur, prenez un homme. C'est genre de discrimination. Ça fait que les femmes tenaces peuvent continuer à résister, mais une femme qui se sent choquée, vexée, elle va baisser les bras pour chercher un chauffeur et autres par rapport à ces genres de réactions. Donc la République démocratique du Congo a tout fait. On a des textes, on a tout ça, il ne reste que l'application. Donc parlant de la femme du côté, la femme, j'ai dit qu'il faudrait privilégier la solidarité. Dans la solidarité, nous allons aller plus loin. Donc, il faudrait un coaching dans ce sens-là, un plaidoyer, et que ces mouvements associatifs aident la femme à sortir de cet héritage de nos ancêtres. Hein. Bon, on ne va pas. Il y a beaucoup de choses positives dans ce que nous avons dans notre culture, mais essayer d'améliorer un peu là où par rapport à l'évolution du monde, quoi. On ne va pas ce côté de l'héritage. Mais elle avait parlé, Madame Faïd avait parlé de la femme qui n'était pas économiquement forte aussi. Pour s'imposer, la femme nécessite avoir des moyens, d'où il faut des travails rémunérateurs, des revenus et autres. Mais la plupart des femmes sont dans l'informel. D'où il faudrait travailler également, parce que c'est un secteur intéressant, alléchant. Il faudrait qu'il y ait un travail de façon, et ça s'est fait déjà, je pense, de façon que ces femmes puissent formaliser tout ce qui est fait dans l'informel. Je pense que ça donnera encore beaucoup plus de coups de pouce à la femme qui est restée pauvre, même à l'État, parce qu'ils vont payer des taxes et autres. Il y a aussi un autre aspect à capitaliser, c'est l'aspect je reviens encore sur cette solidarité. En Afrique de l'Ouest, il y a des femmes qui ont quand même des moyens suffisants, qui se concertent pour appuyer telle femme qu'ils trouvent forte, qui est capable de prendre la parole en public, qui est capable de faire la politique. Ces femmes-là, travaillent en synergie pour l'épauler, sachant qu'elle n'a pas de moyens. Ça peut aussi être possible chez nous. Nous avons beaucoup de dames qui capables d'émerger même dans n'importe quel domaine, mais qui manquent de moyens. Mais s'il y a une solidarité des femmes puissantes, parce qu'il y en a aussi en RDC, qui peuvent épauler ces femmes-là à postuler, par exemple, à tenir leur campagne parce qu'il n'y a pas de moyens, à faire ceci, cela, émerger, nous aurons quand même à sortir un quota de femmes prometteurs. Madame Faïda, accéder au poste de décision, accéder à la politique nationale, c'est passer par la politique forcément, passer par les élections notamment. Vous parliez de 51%, de 52% des femmes, c'est elles les électrices, mais lorsqu'on vote, ce ne sont pas les femmes qui sont votées. Alors cette question de la solidarité, en quoi ça peut aider les femmes réellement à émerger dans cette société? Oui, en tout cas, je pense que les responsabilités sont partagées. Les hommes font partie de la solution, mais surtout les femmes sont la solution.
Pourquoi je dis cela? Parce que l'éducation, comme je l'ai dit lors de mon intervention précédente, est entièrement couverte par les femmes. Donc, dès l'enfance et la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, c'est la mère qui transmet les valeurs. Et donc, aujourd'hui, si on a une société déséquilibrée au niveau politique, c'est la mère qui a transmis ça en disant que la femme, ta place n'est pas là-bas. Alors, s'il faut sensibiliser, on sensibilise surtout les femmes, parce que c'est elles qui éduquent la société, c'est elles qui transmettent les valeurs. Quand elle va comprendre que la femme aussi a sa place et qu'elle doit donner sa contribution, comme le stipule l'article 11 et même l'article 12 de notre Constitution, en disant tous nous naissons dignes et égaux en droit et nous pouvons jouir de ces droits. Et donc, en tant que femme, nous avons la responsabilité. Donc, ce qui a beaucoup manqué dans notre pays, c'est cette résignation de la femme. Elle pense que les défis de la société, ce sont seulement les hommes qui doivent trouver des solutions. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est accablé par les crises sécuritaires récurrentes parce qu'il n'y a que des hommes qui pensent la solution, alors que la femme peut venir avec une idée qu'on n'a jamais essayé, qu'on n'a jamais testé et qui va peut-être nous donner la paix durable. Quand on a des problèmes, des conjonctures économiques, ce sont seulement les hommes qui pensent la solution et la femme reste en train d'attendre que la solution soit trouvée par les hommes. Donc, elle pense qu'elle est dans son rôle d'attente, alors qu'elle doit contribuer parce qu'elle fait partie de la société. La société attend de nous une contribution citoyenne, un engagement visible. Il faudrait pas seulement rester celle qui souffle les bonnes idées les soirs, comme on dit toujours. Les sages, la nuit porte conseil. Et là, c'était, oui, c'est ça, c'était les conseils des femmes. Et donc là, c'est les premiers aspects, la sensibilisation des femmes sur leur rôle des femmes pour l'émergence des nations. La deuxième responsabilité, c'est au niveau institutionnel. Nous avons des instruments juridiques, comme l'a dit Madame Christine, qui ne sont pas appliqués. C'est ainsi que notre pays a ratifié ce qu'on appelle Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des filles, la CDF. Et dans l'une de ces dispositions, je pense 9, on encourage les quotas, on encourage les États à adopter des mesures positives. Et là, on fait appel aux quotas. C'est-à-dire que nous avons la loi sur la parité, mais on se rend compte qu'elle n'est pas appliquée parce qu'on n'a pas encore atteint 50% de femmes au niveau politique, économique et social. Alors, on peut recourir au système de quotas qui est une mesure temporaire, discriminatoire, parce que c'est discriminatoire, mais temporaire. C'est-à-dire que quand on va atteindre l'équilibre, on va lever cette mesure discriminatoire. Alors, le quota encourage d'avoir la présence féminine partout, de manière obligatoire. C'est-à-dire que si on va au Parlement, on a 500 députés, on doit déjà attendre 30% des femmes. Si on instaure ça, on aura 30%. Et les 70% restants, on va ouvrir ça à la compétition. Et là, on peut encore trouver 20% des femmes pour qu'on atteigne maintenant 50%. Et d'autres pays comme le Sénégal, la Namibie ont recouru à ces mesures. Et aujourd'hui, il y a la parité institutionnelle dans les parlements de ces nations. Donc, nous aussi, on peut adopter ça. C'est un plaidoyer que je lance aux parlementaires, pourquoi pas à la société civile, parce que même la société civile peut initier des pétitions pour l'adoption de certaines lois. Si on recourt aux quotas, en tout cas, on peut atteindre l'équilibre des femmes et des hommes au niveau politique, économique et social de manière temporaire. Et 30 ans après ou 50 ans après, on peut lever cette mesure positive pour revenir à l'équilibre sociétal. Parce que là, on va comprendre que la femme peut postuler et on peut voter pour elle, sans pour autant la juger parce que elle est femme, mais juger son projet de société. Et ça sera votre phrase finale, Madame Chantal Faïda? J'aimerais donner un autre conseil, c'est le mentorship. C'est demander aux femmes qui ont déjà exercé des postes politiques à être ouvertes, disponibles pour partager leurs stratégies, conseils, pour équiper celles qui veulent se lancer, celles qui sont ambitieuses à ne pas se perdre, parce qu'il y a beaucoup de défis en politique et surtout une image qui est négative qu'on donne aux femmes qui sont en politique. Alors, celles qui ont déjà exercé, elles vont donner l'autre image positive en disant « j'ai fait la politique, j'ai contribué pour l'avancement de mon
pays. Et voici ce que je t'encourage à faire aussi si tu veux te lancer sur ça. C'est ainsi qu'il faut aussi écrire. Hein. Personnellement, j'ai écrit un livre, je m'engage en politique, que j'encourage aux femmes et aux filles de lire, et même aux hommes, parce que j'ai évoqué la masculinité positive. J'ai eu beaucoup de soutien des hommes, hein, mon père, mon époux et mes camarades de l'université qui m'ont encouragé à me lancer en politique, à me lancer d'abord à l'université comme porte-parole des étudiants. Oui, les femmes, enfin les hommes ont la possibilité de détecter les potentiels chez des femmes et les encourager. On a besoin de ces encouragements-là venant des hommes et des femmes. C'est assez pragmatique. Madame Christine Lenzo, on est à la fin. Moi, je dirais que le monde politique n'est pas aussi facile pour les femmes, mais on doit quand même, nous sommes obligés d'y être, parce que quand vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Je connais quand même quelques femmes qui sont allées en politique, mais qui malheureusement, à cause des coups bas, des histoires un peu compliquées, elles sont rentrées dans la société civile, donc elles sont à cheval et tout. Bon, c'est question que nos partis politiques encourage également les femmes et considère la compétence de la femme. Au lieu de nous présenter de temps en temps, je ne dis pas que les femmes ne sont pas compétentes, il y a pas mal de femmes compétentes, que de privilégier quelques-unes qui ne sont pas dans la compétence et qui sont l'objet des jugements de l'extérieur et qui se généralisent sur toutes les femmes. Donc, de privilégier la compétence, parce que chez les hommes aussi, il y a beaucoup d'incompétents. Même s'il n'a pas qualité, il va, à n'importe quel poste, il accepte d'occuper. On ne les juge pas en tant qu'homme, mais on juge plus la femme. Donc, à nos femmes qui sont en politique, je leur demande d'y rester, de ne pas baisser les bras malgré les coups bas, malgré qu'on privilégie la médiocrité par rapport à la compétence, de tenir et de se faire démarquer par ses efforts personnels à travers un travail de qualité, et tout le monde pourra quand même faire un choix, même pas aujourd'hui, même demain sur vous. Voilà. Et quoi encore? Bon, voilà, moi c'est ce que je peux dire. Hein. Même dans les médias, c'est simplement on doit résister, parce que ce n'est même pas facile aussi d'évoluer dans nos organes de presse. Et donc nous conseillons de tenir bon. Monsieur Clément Dindabéa, à vous l'honneur de boucler. Pendant que les femmes travaillent sur leur solidarité, les hommes ne doivent pas comprendre qu'ils sont menacés. Parce que plus ils se sentiront menacés, ils refuseront d'accepter la masculinité. Ils vont coincer davantage. C'est comme ça que nous fournissons des efforts pour la conscientisation des hommes, qu'ils comprennent que en acceptant que les femmes, en accordant que les femmes accèdent dans le sphère décisionnelle, ce n'est pas pour leurs propres avantages, mais c'est pour l'avantage communautaire. Nous prenons les cas. J'entendis Madame Faïda souligner que son père l'avait soutenu. Et aujourd'hui, ce père n'est-il pas bénéficiaire? Oh, que si. N'est-ce pas? Donc, les hommes qui acceptent d'accepter la masculinité positive, ils sont eux-mêmes bénéficiaires. C'est comme ça que dans cette liste, nous avons la stratégie nationale de la masculinité positive sur la composante 4, axe 12, qui met beaucoup plus l'accent auprès des hommes qui ont déjà intégré ces sphères décisionnelles, de prôner et travailler beaucoup plus pour l'implication des femmes à ces niveaux. Et il est important pour nous de souligner qu'en tant que réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité. Donc, voilà. En acceptant l'égalité, ce n'est pas une faiblesse. C'est là où réside la force communautaire. Voilà, et cette inclusion-là nous sauve, nous tous. Merci beaucoup à vous, Clément Dindabéa, secrétaire exécutif du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre. Merci d'avoir été de nôtres. À vous, Madame Chantal Faïda, merci aussi. Écrivaine, coach politique des femmes, OEMA, c'était un plaisir. Christine Lenzo, que vous dire pour votre disponibilité. Merci pour les médias, les 4 pouvoirs. Merci à la Fondation Friedrich, dont le directeur lui-même nous a fait l'honneur d'assurer cette production impeccable. C'est parti pour cette série-là. Merci à vous de continuer les débats. Au revoir chez vous.